Merci de nous rejoindre pour décrypter sur Niwa d'Info. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo demeure très préoccupante, marquée par des violences persistantes. Les accords de paix peinent à être appliqués en raison du manque d'engagement sécuritaire, de la non-neutralisation des forces démocratiques, de libération du Rwanda et d'un climat de méfiance de part et d'autre. Qu'est-ce qui se passe exactement? On va en parler avec notre invité, Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Comment décrire aujourd'hui l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC? La situation est paradoxale par rapport aux accords qu'on a signés à grande pompe. Aussi bien au Qatar, où pour la première fois on a fait signer un accord entre l'État de la RDC et le M23, un accord sur lequel il y avait de l'espoir, puisque c'était la première fois que le M23 et l'État de la RDC signaient un accord. L'accord de Washington auquel personne n'a cru, puisque ça a suscité un espoir. On se posait même la question, est-ce que les présidents y seront ou pas? Quand on a vu qu'ils y étaient, ça a suscité un espoir. Mais quand on a vu le scénario de la signature des accords, tout le monde savait qu'ici, les gens ont été convoqués, les gens n'ont pas été invités. Mais automatiquement, cela veut dire que sur les papiers, on est d'accord pour faire la paix, mais sur le terrain, on fait la guerre. Ce qui est paradoxal, ce qui n'est pas logique, parce qu'il n'était déjà pas logique que pendant qu'on signe les accords, qu'il y ait des affrontements, encore moins qu'après qu'on ait signé les accords, qu'il y ait une augmentation du volume des affrontements. C'est comme si ce qui se passe sur le terrain n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe au niveau de l'espace des négociations. Mais ça fait qu'aujourd'hui, on est retourné presque à zéro. Il y a certes des textes qui sont là, mais sur le terrain, on n'a pas l'impression qu'un accord a été signé ni entre le Rwanda et la RDC, ni entre la RDC et l'AFC M23. C'est la question que se pose beaucoup. Malgré les accords signés, les initiatives diplomatiques engagées, la violence persiste. Les accords n'ont pas réglé le vrai problème. Un des accords est sponsorisé par le Qatar. L'autre est sponsorisé par Trump. Ceux-là sont plus intéressés par des activités économiques sur ces espaces, en particulier au niveau de la RDC, à cause de l'énormité de ses ressources au niveau de ce pays, que par autre chose. Et en cherchant l'accord, eux, c'était ça qu'ils visaient. Raison pour laquelle les vrais problèmes n'ont pas été posés, les vraies solutions n'ont pas été apportées. Mais en ce moment, le fait de signer un accord ne peut pas résoudre le problème. Je le dis tout le temps, vous avez un Kagame qui signe un accord de paix et qui dit en même temps, ça ne nous concerne pas. Mais quand on signe un accord de paix avec quelqu'un, ça veut dire que vous êtes en conflit. Sinon, la signature n'a vraiment pas de sens. On n'a pas à signer un accord quand il n'y a pas de conflit entre nous. Si on signe un accord, c'est parce qu'effectivement, il y a un problème. Et tout le monde connaît le problème. Il y a des Rwandais sur le sol de la RDC. Tout récemment, la RDC en a montré un certain nombre qui étaient en train d'être jugés. Et ce n'est pas la première fois que des soldats rwandais sont pris sur le sol de la RDC. Mais je ne sais pas comment l'exprimer. On a l'impression que on parle d'accord parce qu'il y a une pression, on est obligé de se soumettre, mais après quand on revient sur le terrain, c'est plutôt l'opposition, c'est plutôt l'affrontement que ce qui avait été dit au moment où on signait les accords. Et dans quelle mesure la non-application des engagements sécuritaires fragilise-t-elle la stabilité de la région? Mais on le voit clairement, vous avez le ministre des Affaires étrangères du Burundi qui a fait une sortie, j'allais dire, très peu diplomatique, où il dit clairement que le Qatar fait des pieds et des mains pour empêcher aux États-Unis de faire une pression sur le Rwanda. Vrai ou pas, je ne sais pas. Mais il est sorti, il l'a dit. Mais on parle du Burundi. Tout le monde sait que le Burundi supporte Félix Tshisekedi et l'armée de la RDC contre le M23. Et je parlais tout à l'heure d'accord au niveau du Qatar. Mais si le promoteur de l'accord est considéré comme étant plus proche d'un camp par rapport à un autre camp,
Mais vous voyez automatiquement que cela pose un énorme problème. Et quand un ministre des Affaires étrangères sort pour dire une telle chose, alors qu'on connaît la diplomatie avec leur langue de bois, il a peut-être quelque chose sous la main pour pouvoir dénoncer de façon aussi forte le Qatar. Et la neutralisation des groupes armés demeure encore très difficile. Mais ça va être extrêmement difficile parce que à la fin du mois de décembre, la RDC a affronté les ADF. Oui. Ils ont obtenu même des victoires contre les ADF. Puisqu'on parle tout le temps du M23 en oubliant les autres. Les autres groupes sont là, ils sont actifs. Il y a les Wazalendo qui affrontent régulièrement le M23, avec ou sans les militaires de la RDC. Alors que ce n'est pas les seuls groupes. Vous avez encore d'autres dizaines de groupes qui sont sur place, qui tantôt vont vers le M23 pour s'allier avec eux, tantôt vont vers les forces de défense de la RDC pour s'allier avec eux. Mais ça fait que quand on veut résoudre ce problème, mais il faut s'asseoir et régler le problème à la base. Et c'est pourquoi moi j'ai toujours été partisan d'une solution congolaise, où ce sont les populations de la RDC qui se rendent compte que, géopolitique mondiale ou pas, c'est eux qui ont tout à perdre dans une guerre qui date de plus de 30 ans. Il est temps que les affrontements s'arrêtent au niveau de la RDC et que les gens acceptent de faire les sacrifices qu'il faut pour arrêter cette guerre. C'est en cela que moi je soutiens l'initiative de l'Église catholique et de l'Église protestante, puisque eux, ils sont dans une solution holistique, pas sur une solution M23. Le M23 fait partie du problème, mais d'autres éléments font partie du problème, y compris la façon dont ce pays est géré depuis fort longtemps. Et c'est pourquoi Tshisekedi n'est pas très favorable à cette initiative. Pour moi, c'est la meilleure initiative qui va pouvoir permettre de résoudre les problèmes, qui va pouvoir permettre de réconcilier également les populations de la RDC. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que signer un accord, mais ne signifie pas que les problèmes sont réglés. On en a actuellement la preuve. Et le climat de méfiance entre les différents acteurs est-il le principal obstacle à un accord de paix durable? Ce n'est pas le seul obstacle. Il y a cette question de méfiance qui est là, qui est claire, qui est nette. Mais vous avez des enjeux économiques qui sont là, qui sont indiscutables. Mais tout le monde sait que le Rwanda exploite le sous-sol de la RDC. Et ce n'est pas acceptable. On ne peut pas traverser ces frontières, aller exploiter les ressources de notre pays. Il y a l'Ouganda, dont on ne parle pas suffisamment, qui est également concerné en partie. Et pour ceux qui connaissent l'histoire de cette zone, mais lors de guerres antérieures, le Rwanda et l'Ouganda se sont affrontés sur le sol de la RDC à cause des ressources de ce pays. C'est-à-dire deux pays étrangers viennent se faire la guerre dans un autre pays à cause des ressources de ce pays. Mais si on veut résoudre ce problème en oubliant cette dimension économique, on ne s'en sortira pas. Et l'intervention du Qatar, l'intervention de Trump, si vous regardez, c'est la dimension économique qui revient. Ne parlons pas maintenant de la dimension géopolitique. La RDC est un très gros pays. Regardez tout ce qu'il y a autour de ce pays comme frontière. Mais ça fait que vouloir régler ce problème assez simplement comme Trump a voulu le faire, c'est vraiment ne pas maîtriser peut-être la profondeur de ce problème. Et comment évaluer l'implication des autorités congolaises dans la gestion de cette crise sécuritaire? Mais il y a un sérieux problème. Je me dis que quand vous regardez la démarche de Tshisekedi, on peut se féliciter du fait qu'il accepte qu'on essaye de trouver une solution par le dialogue. À mon avis, c'est meilleur que de chercher une solution par la guerre. Mais faudrait-il qu'il y ait la même attitude de l'autre côté et qu'il y ait une sincérité des deux côtés pour qu'on puisse trouver une solution. Au niveau de la RDC, mais certaines des populations reprochent au président cette attitude, en considérant, j'allais dire, qu'il n'est pas suffisamment va-t-en-guerre dans cette affaire-là. Mais moi, je préfère une solution diplomatique, une solution par la négociation, à une solution par la guerre. On peut s'interroger également, parce que l'armée de la RDC a connu plusieurs revers face au M23. La même armée, pendant 30 ans, n'a pas été capable de régler le problème de ces groupes armés de façon générale. Est-ce que Tshisekedi ne se rend pas compte qu'il ne peut pas, avec son armée, utiliser seulement la solution militaire et résoudre ce problème? D'autant qu'on se rappelle
Il a pendant un temps appelé à l'aide internationale pour pouvoir mener ce combat. Sur le principe, les gens ont répondu, mais dans la pratique, ceux qui sont le plus avancés ont condamné tout simplement le Rwanda. Est-ce qu'il ne se met pas à l'évidence en se rendant compte qu'il ne peut pas le faire? D'autant plus qu'ils ont rétabli la peine de mort au niveau de la RDC, parce que des soldats de la RDC vendent des armes aux rebelles. Des soldats de la RDC, y compris même ceux qui sont dans le commandement, quittent l'armée pour aller rejoindre le rang des rebelles. Des soldats de la RDC, au moment des affrontements, fuient le terrain. Ils l'ont fait plusieurs fois en mettant même des Burundais et d'autres qui étaient venus pour les appuyer dans une position très inconfortable, parce que vous venez pour appuyer des gens dans la guerre, eux ils quittent le terrain et vous laissent en face de l'ennemi, vous vous retrouvez pratiquement prisonnier, votre pays est là en train de négocier pour qu'on trouve un couloir pour que les gens puissent passer. Est-ce qu'il ne fait pas la lecture également de l'ensemble de ces éléments en se disant, mais je ne peux pas compter sur mon armée pour résoudre ce problème? La communauté internationale n'est pas prête à descendre sur le terrain pour mener le combat sur le plan militaire, mais il ne lui reste en ce moment que la voie diplomatique. Mis à part les tentatives américaines ou même du Qatar, pourquoi le niveau réel d'engagement de la communauté internationale est-elle aussi faible? Le niveau est faible parce qu'on a une situation où vous avez un Trump avec sa méthode qui arrache une affaire et qui dit je règle. En fait, c'est ça le problème. Il y a la médiation de l'Union africaine qui est là, qu'on laisse pratiquement de côté aujourd'hui, où à la limite on nous appelle quand il y a des avancées pour venir être présent, et qu'on fasse attention parce qu'on nous donne la patate chaude. Eux, ils veulent organiser la signature, faire en sorte qu'on voit que bon, nous avons fait ce qu'il faut faire, maintenant vous allez sur le terrain pour régler le problème, allez surveiller le cessez-le-feu, etc. Non. La médiation de l'Union africaine devrait, à mon avis, s'approcher de la médiation interne au niveau de la RDC, aller dans le sens de trouver une solution à la RDC par les citoyens de la RDC. Puisque moi, la médiation de Trump, je n'y ai jamais cru. La médiation du Qatar, je l'avais trouvée curieuse et je l'avais dit sur ce plateau. C'est vrai que le Qatar se lance de plus en plus à l'échelle internationale dans cela pour des raisons géopolitiques, mais quand on dit raison géopolitique, ce n'est pas régler d'abord le problème intérieur à la RDC, qui pour moi est la première chose qu'il faut régler. Et les premiers concernés, ce sont les citoyens de la RDC. Il y a un minimum de prise de conscience qu'il faut avoir pour que ce pays puisse vivre sans la guerre et qu'ils s'entendent sur par quelle voie ils vont passer pour assurer le développement d'un pays qui a des capacités extraordinaires en termes de ressources. Face à ces situations toujours préoccupantes, Kinshasa et le M23 continuent quand même mutuellement de s'accuser d'avoir violé le cessez-le-feu signé en juillet 2025. Oui, mais c'est parce que tout n'a pas été fait. D'habitude, quand on signe un accord de cessez-le-feu, on s'accorde également sur comment veiller sur le respect du cessez-le-feu. Dans ces accords, on avait mis l'Union africaine, on avait mis la MONUSCO, etc. C'est ça que j'appelle la patate chaude. On n'a pas résolu véritablement le problème. On n'est même pas en face réellement d'un cessez-le-feu. Et on dit aux autres, allez vous en occuper. Nous, on fait comme si nous avons déjà réglé le problème. Ouais. S'il fallait régler le problème, il fallait s'entendre. Et généralement, la première chose qu'on demande, c'est que les armées reculent. Parce que plus les belligérants sont proches, plus il va être facile de rompre le cessez-le-feu. Deuxième chose, tout le monde s'engage à ne plus faire une offensive. Ce qu'on appelle que chacun garde ses positions. Parce que quand chacun garde ses positions, bien sûr, il n'y aura pas d'affrontement, etc. Il y a un certain nombre d'éléments que l'on pose pour donner à un cessez-le-feu la chance de pouvoir durer. Mais quand on regarde ce qui s'est passé au niveau de la RDC, ce cessez-le-feu avait très peu de chances de pouvoir continuer, parce que le M23 dit « j'ai signé des accords au Qatar, mais ces accords ne sont pas contraignants ». Les Ouazalendo disent « nous n'avons pas signé d'accord, donc ce qui a été signé au Qatar ne nous engage pas ». Mais dans ces conditions, il est clair que parler de cessez-le-feu, c'est ne pas regarder la réalité qu'il y a sur le terrain. Dans ces conditions, les populations, elles, paient le tribut. Oui, les populations de cette zone ont une résilience quand même extraordinaire. Imaginez des gens qui passent tout le temps à être des populations déplacées,
et qui parfois sont utilisés également pour que les groupes rebelles ne soient pas bombardés. Ils vont trouver les populations déplacées, on les oblige à revenir. Les populations servent de bouclier en ce moment, parce que si tu veux bombarder des rebelles qui se trouvent dans une zone avec des populations, ça devient un problème. Mais quelqu'un qui n'est pas chez lui, quelqu'un qui n'est pas dans son lieu d'exercice de son travail, cette personne, pour vivre, va faire comment? Et ça montre l'ampleur du désastre qu'il y a au niveau de cette zone, d'autant plus que c'est quelque chose qui dure. Est-ce que moi, je vais aller cultiver un champ, alors qu'en allant cultiver, on peut me tuer? Est-ce que je vais aller cultiver un champ, alors que je ne sais pas même si je serai là au moment de la récolte? Est-ce que je ne serai pas population déplacée avant la récolte? Mais est-ce que même j'ai des semences pour pouvoir aller cultiver? Mais c'est que ça pose un problème, pas sur le court terme, dans l'immédiat, mais sur un très long terme. Ces populations vont être dans une situation extrêmement difficile. La situation est aggravée par le fait que Trump a décidé de réduire très fortement la contribution américaine au niveau des aides humanitaires et autres. Et la conséquence se ressent également dans ces zones où l'aide américaine apportait quand même un appui important à l'aide internationale de façon générale. Sans compter que l'aide internationale fait la différence entre la RDC et l'Ukraine. Quand l'Ukraine a besoin d'aide, on fait tout ce qu'il faut pour trouver le nécessaire. Quand c'est la RDC, on traîne. Et vous avez les organisations humanitaires qui crient tout le temps en disant « mais nous avons demandé telle somme, voilà ce que nous avons obtenu ». Donc au lieu de donner aux populations 2 repas par jour, nous serons contraints de leur donner 1 repas par jour. Et quel repas? Mais il faudrait que la communauté internationale arrête de considérer que l'être humain, il y en a un qui a plus de valeur que d'autres, il y en a un qui ne doit pas avoir faim, et il y a un autre qui, quand il a faim, ça ne pose aucun problème. Et quelles pistes concrètes pourraient relancer efficacement les processus de paix dans la zone? Moi, je me dis que l'Union africaine doit reprendre l'initiative. Parce qu'il faut dire clairement que dans le processus de Doha, dans le processus également de Washington, on ne peut pas parler de réussite malgré la signature des accords. Je crois que l'Union africaine doit reprendre son rôle de médiation au niveau de la RDC, rencontrer les parties concernées et voir comment trouver les voies et moyens pour mettre fin définitivement, pas au conflit M23, mais au conflit au pluriel au niveau de la RDC. Et cet accompagnement de l'Union africaine me semble être plus important que l'accompagnement de Trump ou du Qatar, où on est plus sur des intérêts économiques que sur autre chose. Merci, Mohamed Diouf, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis.